La principale caractéristique que recherchaient mes parents en acquérant le château Malartic-la-Gravière était la qualité de son terroir. Cette croupe avait gardé sa réputation. D'ailleurs, le château avait été classé en rouge comme en blanc en 1953. La première étape que mes parents ont mis en place a été d'arrêter tout insecticide, tout herbicide, le but étant de réexprimer à nouveau ce terroir dans sa plénitude, comme elle avait pu le faire dans la première moitié du XXe siècle. Donc avant que les résultats puissent être constatés réellement dans la qualité du fruit, ça a pris une dizaine d'années. On a commencé à ressentir une évolution dans la taille des grappes, dans la taille des baies, dans l'équilibre même du pied de vigne. Tout ceci, petit à petit, nous a amené à d'abord passer en agriculture raisonnée. Nous sommes ensuite allés en haute valeur environnementale, ce qui intègre non seulement, si je puis dire, le respect du terroir et les pratiques culturelles traditionnelles, mais aussi un impact environnemental plus global de la propriété. Donc en ayant tous ces outils à notre disposition, c'est-à-dire un terroir existant, mais les moyens de lui redonner la possibilité de s'exprimer et ensuite d'accueillir de la meilleure façon possible dans un chai qui nous permet de travailler au plus près, que demander de plus? Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour ceux qui participent pour la toute première fois à une dégustation virtuelle, je suis Julie Lemire du service des communications à la SAQ et je serai votre animatrice pour la soirée. Je suis vraiment très contente de vous retrouver après ces quelques semaines de relâche estivale. J'espère que vous profitez du beau temps et de la splendide température extérieure. Je suis donc extrêmement choyée de pouvoir animer cette dégustation virtuelle et d'avoir nul autre que Jean-Jacques Bonny, copropriétaire des vignobles Malartic, comme invité d'honneur. Alors, sans plus tarder, je vous explique le déroulement de la dégustation. Avant chaque service, je vais nommer le vin qui va être dégusté. De cette façon, vous pourrez vous servir un verre lorsque je nommerai le produit. Je vous rappelle que vous pouvez mettre sur pause à tout moment cette dégustation pour y aller à votre rythme et poursuivre quand bon vous semble. Tous les produits qui sont dégustés ce soir sont actuellement en vente à l'unité dans SAQ.com en quantité limitée. Vous trouvez plus d'informations à ce sujet dans le carnet virtuel que vous avez reçu par courriel le 18 août dernier. D'ailleurs, à ce sujet, une fois que vous aurez dégusté les produits, on vous invite à vous rendre dans SAQ.com pour donner une note et émettre un commentaire sur le produit que vous aurez dégusté. Après chaque description de produit, il va y avoir une question et vous pouvez soumettre vos questions à tout moment par texto au numéro qui sera à l'écran tout le long de la soirée ou dans la boîte de clavardage. Dans la mesure du possible, nous allons tenter de répondre au plus grand nombre d'entre elles. Alors, je suis certaine que vous avez très hâte à ce moment. Je vous présente notre invité d'honneur qui est avec nous ce soir. Monsieur Bonny, bienvenue et bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Nous aussi, nous sommes extrêmement ravis. Nous, on s'est parlé à quelques reprises, hier et aujourd'hui. Est-ce que vous me permettez que je vous appelle Jean-Jacques? Ah ben, ce serait un vrai plaisir si je peux aussi vous appeler Julie. Tout à fait, avec grand plaisir également de notre côté. Là, ici, tout va être parfait. On va passer une très belle soirée ensemble. Et j'ai envie de vous demander tout d'abord, comment vous allez? Comment va la vie à Bordeaux actuellement? Ah ben, la vie à Bordeaux va pas mal. Effectivement, on rentre tous de vacances depuis une semaine, comme vous le disiez, Julie. L'été, pour l'instant, était plutôt couvert. On attend des belles journées. Les vendanges seront plutôt tardives, mais à Malartic, en tous les cas, on est passé à travers le gel, les épisodes de gel qu'on a pu connaître cette année. Pour certains, la grêle, les pressions milieu. Donc, on est plutôt souriant, mais toujours dans l'angoisse et la tension des vendanges qui s'approchent. Oui, tout à fait. Hein. C'est un suivi quotidien là, que vous devez faire, mais on vous souhaite vraiment que tout se passe bien. C'est vraiment pour nous une chance, un moment privilégié de passer ce temps-là, cette 90 minutes là, approximativement qu'on va passer ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes enchantés. Je répète, c'est un plaisir.
Alors, Jean-Jacques, si vous le voulez bien, je vais inviter les gens à la maison à se servir un verre de la réserve de Malartic Blanc 2018. J'en ai un, moi aussi, à mes côtés et je vais lever mon verre. Je vais dire santé à vous, à tout le monde à la maison. Et avant de débuter officiellement la dégustation, j'aimerais, Jean-Jacques, que vous nous parliez, dans le fond, de votre famille et de votre histoire. Je vais vous laisser la parole. On veut tout savoir sur votre famille et votre histoire. Alors, tout savoir, en tous les cas, en ce qui me concerne, je ne vais pas m'engager, non, mais plus sérieusement, mes parents ont acquis le château Malartic-La Gravière en 1997. Mais cette propriété ne s'est pas toujours appelée comme ça. C'était courant du 18e, le domaine de La Gravière. Il a été rebaptisé château Malartic-La Gravière en l'honneur d'un monsieur, le comte Anne-Joseph Hippolyte de Morès de Malartic, un grand serviteur des rois de France et qui s'est battu sur toutes les mers du globe contre nos grands ennemis de moment, les Anglais. Et d'ailleurs, Malartic a œuvré auprès de Montcalm pour essayer de défendre la colonie française contre les Anglais. Il a d'ailleurs une ville à son nom, pas très loin de Rouyn-Noranda. C'est une petite ville, mais qui est une mine d'or à Québec. Et donc, voilà, en l'honneur de ce monsieur, bon, on a perdu, comme vous savez, la colonie, mais il a été ensuite envoyé comme gouverneur des îles de France et de Bourbon, aujourd'hui l'île Maurice et l'île de la Réunion, où il a aussi eu maille à partir avec les Anglais là-bas. Il est d'ailleurs enterré au milieu du champ de course hippique de Port-Louis. Pour ceux qui ont l'occasion d'aller à l'île Maurice, je vous prie de bien vouloir prêter allégeance au comte et fleurir sa tombe si vous en avez l'occasion. Voilà, et en l'honneur donc de ces faits d'armes, le domaine de la Gravière qui appartenait à sa famille a été rebaptisé au milieu du 19e siècle le château Malartic-La Gravière. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il a été cédé à une autre famille, la famille Ricard, qui était des tonneliers négociants léonianais, qui ont eux-mêmes possédé le cru presque aussi longtemps que la famille Malartic, donc de 1850 jusqu'à 1990, pendant 140 ans. C'est là que les Champagne-Laurent-Perrier ont acquis la propriété et n'ont pas pu la conserver, donc ils l'ont acquis en 1990. Nous avons pu la racheter auprès d'eux en 97. Et là, mes parents ont entamé un grand travail de réveil de la belle endormie, Malartic étant connu comme un des plus beaux terroirs de notre belle région, mais effectivement qui était passé depuis, on va dire, la fin de la Seconde Guerre mondiale par une période où le cru était plus éteint. Mes parents se sont évertués à remettre au service de ce terroir tous les outils nécessaires, que ce soit une agriculture adaptée, tout comme des bâtiments techniques, des chais qui puissent recevoir le raisin et l'exprimer au mieux. D'ailleurs, notre chai, dont on s'est servi pour la première fois en 98, était le premier chai où la gravité était de retour à Bordeaux. Je vous invite d'ailleurs à venir nous voir pour voir ces installations qui datent maintenant de plus de 20 ans et qui, je crois, n'ont pas mal vieilli. Alors ensuite, mes parents en 97, je les rejoins en 2003 avec Séverine, mon épouse. Ceux qui étaient dans la salle d'attente, vous avez peut-être vu quelques images, une femme brune. Donc là, pour commencer à apprendre un petit peu le métier et petit à petit reprendre la direction, ma sœur nous a vite rejoints lorsque nous avons acquis en 2005 130 hectares en Argentine, que nous avons planté, où nous avons aussi construit une bodega. Et en 2006, un autre cru qui est juste à côté d'ici, de Malartic, à 800 mètres à vol d'oiseau, un autre Pessac-Léognan, château Gazin-Rocancourt. Donc tout ça a demandé du renfort. Ma sœur nous a rejoints. Donc aujourd'hui, nous travaillons en famille. Mes parents nous ont très gentiment laissé les rênes. Ma sœur s'occupe de toute la partie administrative, financière, gestion, de façon plus particulière. Moi, Séverine, mon épouse, toute la partie communication, réseaux sociaux, nos tourismes. Et puis moi, toute la partie production et commercialisation. Voilà un petit peu
comment nous nous organisons et d'où vient l'histoire du cru. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Et je crois d'ailleurs, ce soir, vous nous parlez en direct du château. C'est le cas? Je suis assis ici dans la salle à manger du château, voilà, où effectivement la lumière était bonne. Vu qu'il est un peu tard dans la nuit, il fallait une bonne, une bonne lumière et la connexion suffisante pour être sûr qu'il n'y aura pas de trouble pendant Ah, cette bel événement. parfait, tout va bien aller. J'ai confiance en la magie de la technologie. Et avant de passer, merci beaucoup Jean-Jacques, avant de passer à la dégustation officielle, on va écouter une capsule de ma collègue Julie Perrault, qui est experte produit, qui saura nous situer la région de Pessac-Léognan et nous parler de ses différentes caractéristiques. C'est d'ailleurs Julie qui va animer les périodes de questions. Donc, bonne écoute et à tout de suite. Bonsoir à tous. Alors, parce qu'on aime bien s'imprégner de l'univers qui a bercé le vin qu'on s'apprête à déguster, pour encore mieux l'apprécier, mais je vous propose une petite incursion au cœur de la région de Pessac-Léognan. En quelques images, j'ai envie de vous faire, ben oui, voyager un peu, tout en effleurant un brin son histoire, de même que sa situation géographique, de vous parler de son terroir, mais aussi du classement des meilleurs crus dont elle s'est dotée il y a de ça un peu plus de 60 ans. C'est grâce aux efforts soutenus d'André Lurton, un nom qui vous est assurément familier parce que dès Lurton, sans aller jusqu'à comparer avec les Tremblay ou du Québec, il y en a plusieurs dans l'histoire de la viticulture bordelaise et on parle même de la plus grande dynastie du vin au monde. Or, celui qui a été directeur du CVB, qui est le Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux pendant 20 ans, mais aussi président du syndicat des vins de sa région, il a été un fervent militant pour la reconnaissance de l'appellation qui s'est concrétisée en 1987. C'est assez récent et à titre comparatif, celle de Pauillac et Saint-Émilion date de 1936, donc depuis les premiers balbutiements de l'INAO. L'INAO qui est en fait l'acronyme de l'Institut des appellations d'origine contrôlée et qui, évidemment, régit l'ensemble des appellations françaises. Donc, André Lurton nous a malheureusement quittés en 2019, mais en demeure l'acteur clé. Et pour vous donner quelques références, bien, il avait hérité du Château Bonnet situé en Entre-deux-Mers, mais s'était porté acquéreur du Château de la Louvière, également du Château Coince-Lurton, donc tous deux situés en plein cœur de l'aire d'appellation Pessac-Léognan. Pour situer justement notre appellation vedette de la soirée, je vais vous présenter cette carte de Bordeaux sur laquelle vous allez reconnaître la rive droite et la rive gauche de l'estuaire de la Gironde et de ces deux fleuves Dordogne et Garonne, de même que son centre qui porte par conséquent fort bien son nom d'Entre-deux-Mers, étant délimité par les cours d'eau précédemment nommés. La région de Pessac-Léognan, qui est en fait une sous-région des Graves, est située juste ici, au sud de la ville de Bordeaux. Ce qui en fait une terre d'accueil exceptionnelle, c'est d'abord son sol caillouteux qui est composé de graves et, comme on le voit sur l'image, c'est effectivement ce qui allait inspirer le nom de la grande région éponyme, mais ce sont dans la réalité des galets roulés qui sont mêlés d'argile, de sable et de calcaire. Si vous ajoutez à ça un relief formé de plusieurs convexités, là, comme les petits vallons qu'on peut voir à l'écran, bien, ça donne une situation qui favorise un bien meilleur drainage qu'en région plane. Et là, en sachant que la vigne a besoin d'un sol pauvre pour arriver à faire des fruits de la meilleure qualité possible, bien, on se retrouve donc devant une parfaite équation. Autre situation avantageuse, c'est la présence de plusieurs petits affluents de la Garonne qui vont hydrater le sous-sol. Alors donc, la vigne ne manquera jamais d'eau, mais étant bien drainée, comme je le mentionnais tout à l'heure, elle n'en aura jamais trop non plus. Autre avantage, sa situation géographique la favorise grandement parce qu'elle profite de la proximité de l'Atlantique, hors d'un climat océanique qui est plus clément que le serait un climat continental, comme ici au Québec, par exemple, où les saisons sont beaucoup plus contrastées. Particulièrement, on le vit avec des hivers qui sont beaucoup plus froids. Dernière petite chose à savoir, c'est que les vignes vont profiter de la protection qu'apporte la forêt des Landes, qui est située juste à l'ouest et qui avait été implantée à l'époque pour protéger les berges. Ici, on voit même l'océan en arrière-plan et donc ça permet de couper les vents chargés d'humidité provenant de l'Atlantique qui pourraient favoriser l'installation de maladies cryptogamiques, là, ou plus simplement dit, qui impliquent des champignons comme, outre la moisissure, peut-être avez-vous déjà entendu parler du mildiou et de l'oïdium, qui sont loin d'être bienvenus au vignoble.
Autre fait intéressant, c'est qu'à l'instar des vins du Médoc, la grande région des Graves s'est également dotée d'un classement pour honorer ses meilleurs vins, pour lesquels certains châteaux produisent un cru en rouge, mais aussi en blanc. Ils sont peu nombreux, mais c'est d'ailleurs le cas du château Malartic-la-Gravière. C'est un classement qui a été instauré dans les années 50, j'en parlais tout à l'heure, soit une centaine d'années après celui de 1855 qui fait office dans le Médoc, la région voisine. Dernier détail, c'est le seul endroit où on va retrouver, pas le seul endroit, mais en fait le seul classement où on va retrouver des vins blancs qui sont secs. Et devinez où sont situés tous ces châteaux méritants? Effectivement, c'est dans l'aire d'appellation Pessac-Léognan, comme quoi André Lurton et autres acteurs ayant œuvré dans la démarche de reconnaissance, avaient raison de le faire. Sur ces mots, je vous laisse au bon soin de votre animatrice et de M. Bonny pour la suite de la dégustation. Et puis nous, on se retrouve à la période de questions. Alors, commençons sans plus tarder la dégustation avec la réserve de Malartic Blanc 2018. Alors, je relève mon verre. Santé. Jean-Jacques, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous parler du deuxième vin de château et des caractéristiques de ce millésime en particulier? Alors oui, avec grand plaisir. Donc les seconds vins de château, tout le monde connaît un peu le concept, et puis il y a des particularités en plus pour les blancs, donc ça va être intéressant. Les seconds vins de château, il faut savoir qu'on va soigner toute notre vigne de la même façon. On ne va pas faire une discrimination pour des parcelles qui seraient dédiées au grand vin ou des parcelles qui seraient dédiées au second vin. En fait, nous avons une palette de différents terroirs. Certains sont des terroirs très nobles. D'autres sont des terroirs, allez, même s'ils sont tous exceptionnels, un peu moins nobles. Et ensuite, vous allez avoir des terroirs intermédiaires qui vont mieux se comporter, par exemple, sur un millésime plus humide, et d'autres mieux se comporter sur des millésimes plus secs. Et à cela s'ajoute l'âge de la vigne. Donc, en fait, sur un grand terroir, mais une vigne jeune, souvent, on n'aura pas la profondeur dans le raisin parce que l'enracinement de ces jeunes vignes n'est pas encore assez implanté dans le terroir. Donc, on n'aura pas la profondeur, la densité, la longueur et la complexité qu'on souhaite. Néanmoins, on aura un très joli fruit. Donc, ça risque d'aller très probablement dans le second vin. On peut avoir aussi ces terroirs intermédiaires. Donc, si c'est un terroir plus adapté à un climat humide et que cette année, ça a été un climat plus sec, eh ben, à nouveau, la parcelle n'aura probablement pas donné un raisin au niveau du grand vin. Donc, ça ira dans le second vin. Et puis, on a des terroirs un peu moins nobles qui, eux, ne rentrent dans le grand vin que très rarement et donc vont venir compléter cette panoplie du second vin. Alors, ça, c'est globalement le second vin. Dans les blancs, en plus, comme vous le savez peut-être, le blanc, lui, on ne garde pas la peau au contact du jus, contrairement au rouge. C'est un pressurage direct qu'on appelle. Donc, il va y avoir des moments dans le pressurage, le programme d'un pressoir. C'est un pressoir pneumatique avec une membrane qui va venir écraser le raisin sur des drains doucement. On essaie toujours de faire ça avec la pression la plus douce et la plus délicate possible, donc en pressant avec le moins de force. Mais voilà, dans ce programme de pressurage qui va durer 3, 4, 5 heures selon ce que l'on estime du raisin, eh bien, vous allez avoir le début de pressurage qui souvent est sur un très joli fruit, très frais, très agréable, mais un peu plus dilué. Hein, c'est vraiment le tout début des premiers jus qui sortent. Et puis, vous allez avoir, on va dire, un cœur de pressé qui lui-même sera divisé selon la qualité de ce cœur. Et puis, la fin de la pressée qui, elle, est souvent, voilà, c'est lorsqu'on finit de presser la fin des peaux. Et donc là, on a des choses qui sont certes très denses et très volumineuses, mais parfois un peu lourdes, parfois un peu moins fines et moins sur l'élégance. Donc voilà, on a les provenances de terroir et aussi les moments dans le programme de pressurage qui vont déterminer la qualité intrinsèque de chacun de ces mous. Et c'est la sélection de ces mous ensuite qui nous amèneront vers la sélection du grand vin et par conséquence celle du second vin. Donc si on rentre un peu plus dans le détail dans la réserve 2018,
Donc, alors, pour que vous sachiez, dans notre région, nous avons la chance d'être classés en rouge et en blanc. C'est principalement du Sauvignon. En l'occurrence, sur ce millésime et sur la réserve, on a 80% de Sauvignon, les 20% restants étant des sémillants. Donc, lorsque le vin est jeune comme ça, ce que l'on ressent, les premiers nez... alors, bien entendu, les arômes, attention, si tout le monde ne ressent pas les arômes que je ressens moi, c'est pas qu'il y a une erreur, c'est qu'on n'est pas tous, bien entendu, comme vous le savez, sensibles de la même façon aux différents arômes. Mais en tous les cas, lorsqu'ils sont jeunes, globalement, nos vins blancs vont plutôt aller sur des fruits blancs, sur des pêches blanches, voire des fleurs blanches, des petites touches d'agrumes frais. Voilà, c'est ce que vous pouvez peut-être ressentir, voir dans leur jeunesse aussi un peu d'ananas bien mûr. Et ensuite, ce que l'on cherche en bouche, c'est bien entendu de garder une belle tension, une belle fraîcheur, mais que celle-ci soit toujours à l'affût, en support du fruit et d'une chair qui va venir enrober cette structure. Pour avoir vraiment une sensation de vin caressant et large, mais en même temps sans lourdeur et avec une allonge qui s'étire jusqu'au fin fond de la bouche. C'est cet équilibre que l'on recherche dans tous les vins, que ce soit dans les rouges et dans les blancs. Donc on cherche cet équilibre. Et dans le Sauvignon, à nouveau, vous connaissez peut-être des Sauvignons, cépages bien connus d'autres régions. On ne cherche pas à exprimer le cépage à nouveau, on cherche vraiment à exprimer le terroir au travers de ce cépage qui se porte à merveille chez nous ici à Bordeaux. Donc on essaie de dépasser ces côtés parfois un peu qu'on peut appeler élégamment bourgeon de cassis écrasé, buis mouillé, voire un peu moins élégamment pipi de chat, pour plutôt... Voilà, c'est un peu ce qu'on peut avoir dans des sauvignons un petit peu comme ça, un petit peu crispy, un petit peu tendus. On cherche vraiment à dépasser ça et pour aller tout en gardant cette tension et la tête bien droite que permet le sauvignon, venir chercher beaucoup plus des expressions de fruits que des expressions variétales un peu sur le végétal. À ça se couple le sémillon qui, lui, va dès la jeunesse commencer à apporter un milieu qui va d'étendre un peu le côté très droit du Sauvignon et en même temps commencer à apporter des petites touches de fruits plus jaunes, abricots, pêche jaune lorsque c'est sur la jeunesse. Et ensuite, dans l'évolution des vins, ce sont des vins que vous pouvez garder quelques années selon vos goûts, hein, mais pour que vous sachiez, on va dire qu'après 5, 6, 7 ans, ils vont commencer ces fruits blancs du Sauvignon dominant vont commencer à tendre plus vers les fruits jaunes du sémillon. Et en continuant à évoluer, l'abricot va se rôtir un peu. On peut avoir des petites touches de miel qui commencent à apparaître lorsque ça a 7, 8, 10 ans, des petites touches d'amandes grillées comme ça. Donc le vin va se complexifier et selon un petit peu votre envie du moment, si vous êtes sur une envie de plaisir rapide, vous le prenez jeune. Si vous avez une envie de plaisir plus cérébral sur une soirée plus émotionnelle, on va dire, vous pouvez ne pas hésiter à ouvrir une bouteille un peu plus ancienne, en adaptant toujours le mets, bien entendu. Quand c'est jeune, on est plutôt sur des poissons grillés, hein. Et puis quand c'est plus avancé, on peut s'essayer à des fromages persillés ou même à des rôtis de veau à la crème et au morille, par exemple. Vous nous donnez faim, ça nous ouvre l'appétit, tout ça. Le blanc, disons que le blanc, ce qui est sympa avec des blancs qui ont une capacité de vieillir, c'est qu'ils laissent beaucoup d'attitude à s'adapter à pas mal de plats. Finalement, le rouge est plus exigeant. On parle souvent du rouge sur le fromage, mais c'est souvent plus difficile à associer le fromage et le vin rouge que finalement le fromage et le vin blanc. Et ça à presque tout âge. Alors, ce sont des élevages d'à peu près 1 an. Il y a très peu de bois neuf dans le second vin blanc. Ça va être à l'issue des assemblages, mais c'est en général moins de 10%.
C'est 100% fermenté et élevé en barrique, mais très peu de bois neuf. Normalement, je crache, mais là, C'est trop je crache. bon, c'est trop bon. c'est trop bon, puis c'est plus l'heure de cracher. Non, c'est ça. On garde tout, c'est trop, trop bon. C'est vraiment très intéressant pour une dégustation du premier vin. Et nous sommes déjà rendus à la toute première période de questions. Donc, Julie, à toi la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Bonny. D'abord, je me permets Julie. de vraiment vous féliciter pour votre vin, mais en plus, c'est que vous tombez tellement dans le genre de vin que j'adore. Moi, de mon côté, je vous écoutais le décrire tout à l'heure. De mon côté, moi, j'avais vraiment le côté mélange d'agrumes, peut-être un peu fruit de la passion. J'ai eu un petit relent qui me rappelait la cire d'abeille, une petite note végétale adorable là, qui me rappelle aussi l'huile d'olive. Et ce que j'adore particulièrement, vous avez parlé des élevages qui étaient en retenue, et donc ça laisse vraiment beaucoup de place aux fruits. C'est vraiment adorable, là. Juste une petite délicate note de sésame grillé que j'avais, moi, en perception, qui lui donne un petit kick supplémentaire en fin de bouche. Ça m'a tout de suite donné envie, moi, d'imaginer un poisson gras, pourquoi pas un saumon en gravlax. Mais évidemment, j'ai pas soupé encore, alors j'ai de plus en plus d'idées. et là, je voulais revenir. On avait une question. Vous avez parlé de l'apport important du Sauvignon blanc dans l'assemblage, et on avait d'ailleurs une question d'une participante qui s'intéressait à savoir est-ce que c'est commun dans la région ou c'est un peu comme une signature pour vous? Donc, en fait, on veut savoir qu'est-ce qui inspire votre choix dans ces proportions. Alors, en fait, c'est assez commun. On va dire que dans la région de Pessac-Léognan, les Blancs vont avoir tendance à avoir une majorité de Sauvignon, alors qui va de 60 à 100%, hein, selon les crus, avec quelques exceptions de vins dominants de sémillon. Mais on est plutôt dans un assemblage relativement classique dans notre région. Et alors, ce qui motive notre choix, en fait, c'est les terroirs. Sur le Sauvignon blanc, il aime bien un terroir plus frais que les terroirs dont on parlera après sur les rouges. Donc, des terroirs à plus de densité argileuse. Et il se trouve que dans les constructions géologiques, on va dire, accompagnées des mouvements hydriques qu'on a eus, on a bien entendu ces croupes de graves qui se sont accumulées à l'extérieur des tournants de ces fleuves qui déversaient leur eau pendant la période glaciaire lorsque ça dégivrait. Hein. Vous savez, la période glaciaire, tout le monde a vu l'âge de glace 1, 2, 3, 4, ça gelait, ça dégelait. Donc, ça poussait ces cailloux à l'extérieur de ces tournants du fleuve. Et en même temps, vous aviez des zones comme des lentilles d'argile qui pouvaient se créer à l'intérieur éventuellement de ces tournants. Et donc, ces lentilles d'argile, elles sont très adaptées au Sauvignon. Et nous avons planté en Sauvignon tout ce que nous avions comme terroir de ce type. Ensuite, le sémillon, lui, il aime des terroirs plus chauds. Donc, ce sont des terroirs qui pourraient tout à fait accepter des rouges, mais voilà, dans un compromis entre la richesse et l'attention de nos Sauvignons, voilà, nous avons estimé que de le compléter par à peu près 20 à 25% de sémillon était la bonne proportion. Donc c'est surtout la quantité de ces lentilles d'argile qui nous permettent de planter les Sauvignons qui vont déterminer ensuite l'encépagement, c'est-à-dire la surface plantée. Et de cette surface plantée découle, alors c'est pas mécanique, c'est pas parce qu'on a une surface plantée de 85% Sauvignon et 15 sémillon, ce qui est à peu près chez nous, qu'automatiquement vous allez avoir cette proportion ensuite dans l'assemblage, parce que les rendements du Sauvignon et du sémillon sont pas les mêmes, et qu'au moment des sélections et des assemblages, on va bien entendu se libérer un petit peu de ce carcan de l'encépagement. Voilà, le second vin, lui, recueillant ensuite ce que le premier vin n'aura pas pu absorber. D'accord, très intéressant. Donc, le meilleur cépage au meilleur endroit et en fonction des millésimes aussi et des rendements. Donc, il y a une joute d'assemblage qui va se faire là. Est-ce que je me trompe ou vous avez abandonné le sillage de Malartic qui était le nom du second vin? Alors, vous ne vous trompez pas. D'ailleurs, c'était un petit peu déchirant parce qu'effectivement, l'emblème de notre cru est le bateau du comte de Malartic, la Minerve. Et effectivement, le sillage
euh, et pour un second vin était un nom original et qui en plus apporte le côté figuratif, si je puis dire, du sillage. Être dans le sillage de quelqu'un ou de quelque chose, c'est suivre sa route tout en le suivant. Voilà. Donc ça faisait sens. Ce qui se passe, c'est que à plusieurs reprises, donc on a changé ce nom, c'était en 2007, sur le millésime 2007. Et à plusieurs reprises, les anglo-saxons nous disaient que silage, donc les silos à foin, ou sewage, c'était des mots, donc les égouts, trop proches de silage. Alors moi, de sillage, et donc moi, c'est ce que je leur disais. Oui, mais bon, vous avez bien des vins qui s'appellent Fat Bastard ou la quintessence, voilà, ou la quintessence de Méroston. Pourquoi on n'appellerait pas un vin les égouts ou les silos à foin? Mais bon, là, il me disait, effectivement, pour les autres, c'était fait exprès. Là, l'orthographe colle pas. Donc, c'était compliqué. Et comme on vend par la place de Bordeaux, alors je vous passe les détails, mais on vend à des grossistes locaux bordelais qui eux-mêmes revendent partout dans le monde, il m'était compliqué d'avoir une marque pour les pays francophones, le sillage, qui pourtant, je vous dis, comme nom de second vin, c'est celui que j'aime le plus. Mais compliqué d'avoir le sillage pour les pays francophones et par exemple la réserve pour les autres pays, car comme c'est un système d'open market, ces négociants peuvent aller vendre n'importe où sur la planète, donc on se serait retrouvé avec deux seconds vins avec deux noms différents et cela un peu partout sur la planète. Donc un peu à contre-cœur, on a cherché plein de noms, le moussaillon, le gouvernail, le phoque, le spi, la cale, la poule, la proue. Bon, on a rien trouvé qui nous satisfasse. Donc on a appelé la réserve, mais je vous donne un scoop sur le millésime 2020, qu'on a d'ailleurs mis en marché pendant la campagne primeur il y a 2-3 mois. On change le nom de la réserve et ça s'appellera maintenant le comte de Malartic, ce qui semble finalement plus riche, la réserve étant assez impersonnelle, parce qu'en fait on se demande, la réserve en français, en tous les cas ça peut être la réserve du patron, donc c'est mieux, ou ça peut être l'équipe réserve, en rugby par exemple, ouais, c'est moins bien. Donc bon, c'était un nom un peu impersonnel, on avait trouvé ce nom-là un peu par dépit, la réserve, parce que ça se prononce et ça se comprend un peu partout. Mais sur l'année 2020, donc sur ce millésime passé, juste le dernier, la réserve deviendra, et ça pareil hein, pour tout le monde, le comte de Malartic, donc ce qui fera référence à la petite histoire que je vous ai racontée au début, et donc sera sans doute un peu moins impersonnel et un peu plus lié à l'histoire et à l'âme de la propriété. C'est très intéressant. Merci pour tous ces détails et même le scoop. On est choyé. Réserve, peut-être aussi, ça peut faire penser des fois à des notions d'élevage qui n'est pas nécessairement le cas dans ce type de cuvée. Et on se demandait aussi, c'est quoi votre vision? Est-ce que vous avez pas évolué, mais comment ça s'est passé, les changements peut-être avec le dosage, l'élevage a peut-être un peu moins appuyé? Est-ce que ça joue d'une année à l'autre ou comment vous la jouez? Alors on adapte, oui, bien entendu, on va adapter l'élevage à chacune des années. Par contre, effectivement, il faut toujours qu'il soit là. L'élevage, il doit être là pour aider à la garde du vin. Donc, il faut que les tanins du bois viennent apporter à la structure du vin, hein, en rouge comme en blanc. Mais il ne faut pas qu'il soit dominant ou voilà, on vend pas, on produit pas du bois, nous, on produit du raisin. Et donc, il faut que ce soit au service. Donc, année après année, avec l'évolution de notre vignoble, ça fait 25 ans qu'on est là maintenant, qu'on travaille une agriculture qui nous permet de retrouver toute la richesse et toute la complexité de notre terroir. Donc, tout ce travail fait ne doit pas venir être dérangé par le bois, mais bien plutôt soutenu et que celui-ci soit au service du vin. Donc oui, on adapte pour qu'il puisse apporter le maximum, mais tout en restant en coulisses aux yeux du consommateur, en tous les cas. D'accord, merci. Quelqu'un se demandait, est-ce qu'il y a à Malartic-la-Gravière simplement Sauvignon blanc et Sémillon, ou il y a également un peu de muscadelle? Non, on n'a pas de muscadelle, même si c'est autorisé dans notre appellation. On n'en a pas. Il y en a assez peu dans l'appellation. Je crois qu'il y a le Château Olivier qui en a un petit peu.
Il y a aussi le Sauvignon gris qui est autorisé. Je crois qu'à Smith Lafitte, ils en ont un petit peu. Mais globalement, les deux grands cépages, à plus de 95%, je dirais, à Pessac-Léognan, c'est Sauvignon et Sémillon. D'accord. Et à la fois pour la réserve, et peut-être vous pouvez nous parler du blanc de Malartic, quels seraient vos millésimes préférés et pourquoi? Dans les plus récents, disons. Oui, dans les plus récents. Un que j'aime bien et qui commence à être prêt, c'est-à-dire qu'on est sur cette charnière, on est à la fin de son moment du fruit de son fruit frais. Donc il a pris cette rondeur et ce gras, et en même temps, les notes d'évolution sont vraiment très légères. C'est le 2015. Qui, voilà, c'était un millésime qu'on connaît plus pour les rouges, mais qui a vraiment, voilà, aujourd'hui cette douceur et ce côté très velours, tout en gardant une fraîcheur et pas du tout de lourdeur. Après, un autre millésime qui s'exprime vraiment très bien en ce moment, et là, qui vous permet de commencer à voir les petites notes d'évolution dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le 2012 aussi, qui se présente magnifiquement. Et pour les plus osés, parce que c'est vrai que ça peut faire toujours un peu peur de s'essayer à des blancs un peu plus âgés. Un millésime qui actuellement se goûte magnifiquement, c'est le 2006. Il n'y en a pas à la SAQ, je pense, mais il n'y en a plus beaucoup au château non plus. Mais voilà, ça se... Il faut se faire des amis qui en ont. Exactement, et c'est vraiment ça, c'est vraiment, voilà, on est vraiment sur la complexité tout en gardant une finesse, une fraîcheur, mais la maturité, c'est voilà, c'est à ces trois stades. Si vous voulez voir justement un peu trois stades différents, 15, 12 et 6, c'est une expérience sympa à faire, que je vous proposerai si vous venez nous voir. On prend des notes, hein? On prend des notes à la maison. Je vous remercie beaucoup pour tous ces détails. De mon côté, moi, c'est tout le temps que j'avais pour cette période de questions-ci. Je redonne la parole à votre animatrice Julie Lemire pour la suite de l'activité et on se reparle plus tard. À plus tard. Merci beaucoup. J'ai une question de mon côté, Jean-Jacques. En début d'introduction, dans la première vidéo qu'on a vue, vous avez fait mention à quel point l'éco-responsabilité, c'est primordial dans l'élaboration de vos vins. J'aimerais savoir comment vous appliquez chez vous le processus de l'agriculture raisonnée. L'agriculture raisonnée, comme son nom l'indique, c'est de raisonner son agriculture. Nous, on a une agriculture qui vise à exprimer un terroir que l'on pense de qualité. On n'est pas les seuls, ça tombe bien. Et voilà, et donc viser une qualité, une excellence. Et donc, agriculture raisonnée, ça veut aussi dire protéger sa récolte. Parce que, bon, effectivement, exprimer un beau terroir sans raisin, c'est compliqué. Donc, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. Dans notre cas, il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est de faire en sorte... La vigne est aussi feignante que nous, en fait. Et notre climat océanique fait qu'on a régulièrement des petites pluies, en été y compris. Alors, il y a des étés de sécheresse, bien sûr, mais bon, la vigne va donc avoir tendance, si on la laisse faire, à avoir un système racinaire en surface, attendant l'eau qui se précipite des cieux. Voilà. Et ça, c'est pas le plus sage pour elle. Il vaut mieux la forcer un petit peu à passer cette petite couche superficielle et ensuite laisser faire le terroir et donc la faire rencontrer ces graves, hein, dont on parle dans notre région, Malartic-la-Gravière, les graves, qui sont un terroir très drainant. La vigne, du coup, ne trouve pas assez d'eau. Donc, on va labourer cette partie superficielle pour empêcher les radicelles. Donc, plutôt, une fois que le printemps a bien avancé et que les petites radicelles de l'année ne poussent plus, là, on va faire un labour pour enlever ces radicelles et continuer à forcer la vigne à plonger. Ne trouvant pas assez d'eau dans les cailloux, elle va percer jusqu'à ce qu'elle tombe sur la sous-couche de calcaire qui, elle, va fonctionner comme une éponge. Le calcaire, c'est comme de la craie, et ramener de l'eau dans dessous. Donc, ça c'est une première étape. Ça permet à la vigne d'abord de nous ramener en surface toute la complexité du terroir, et deuxièmement, d'être plus à l'abri des aléas climatiques, c'est-à-dire que quand il pleut très fort, contrairement à un système racinaire, elle ne va pas boire et absorber beaucoup d'eau en gonflant ses raisins pour très vite souffrir dès que ça se remet à sécher. Là, elle aura une stabilité dans son apport hydrique
une stabilité plus grande. Et donc, sa maturité se fera de façon plus sereine et moins par à-coup. Et donc, on va avoir des équilibres à la fin, au moment de la vendange, des équilibres plus naturels entre justement les différentes maturités, c'est-à-dire la maturité, bien entendu, alcoolique, le sucre, la maturité des tanins, et puis la nécessaire présence d'acidité qui, elle, a tendance à décliner lorsqu'on s'approche des vendanges. Donc ça, c'est la partie, on va dire, un peu mécanique. Mais pour que et tout ça est emboîté, mais pour que ces racines aient envie aussi de continuer à rester au fond et de plonger, il faut aussi stimuler la vie microbienne du sol. Pour ce faire, donc, les labours dont je vous parlais doivent être limités au moment où ces radicelles ont fini de pousser. Ensuite, on évite de labourer pour garder un couvert végétal superficiel et laisser ensuite les micro-organismes faire le transfert de la matière organique de la surface et la métaboliser et la descendre dans les différentes couches. Donc, de la fumure, uniquement du fumier, donc des engrais naturels, du fumier de vache, tout bêtement, et voilà, un couvert végétal, et essayer de ne pas trop labourer en dehors de cette période bénéfique pour l'enracinement de la vigne. Et enfin, troisième étape, essayer de préserver toute la faune et la flore autour de la vigne, et ceci en l'aidant aussi, la vigne, en lui apportant des oligoéléments, de l'écorce d'orange par exemple. Donc pour que cette faune et cette flore viennent occuper le terrain, laissent moins de place aux nuisibles, et ensuite les apports d'oligoéléments, d'écorce d'orange, etc., sont là pour aider la vigne à ce qu'elle soit le plus en forme possible et qu'elle risque le moins possible de tomber malade. Un peu comme nous, hein, si on n'est pas très en forme ou un peu mal nourri ou un peu déprimé, on risque plus d'attraper la grippe peut-être que quelqu'un à côté qui mange ses 4 kiwis tous les matins, qui est en pleine forme et, voilà, et qui fait du sport toute la journée, j'imagine. Donc voilà, c'est ça un peu, et tout en protégeant la récolte. Donc, c'est-à-dire que notre programme est à plus de 80% bio et biocontrôle, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre tous ces alliés, que ce soit dans le sol, dans la faune et la flore autour, parce que sans eux, ça ne marche pas. Seulement l'enracinement dans une terre sans vie, d'abord l'enracinement, on aura du mal à l'obtenir, et puis on n'aura pas les nutriments ne seront pas accessibles, ne seront pas disponibles à la plante. Donc voilà, il nous faut tout cet ensemble, et donc ça se travaille en permanence, et on est en permanence en train de faire évoluer nos pratiques agricoles pour optimiser ces 3 axes, on va dire. C'est vraiment fascinant, là, tout ce que vous faites puis tout ce que vous développez, là, c'est un monde en soi, là, tout ça. On aurait des heures pour en parler, mais nous devons passer maintenant à la dégustation du second vin, qui est la réserve de Malartic Rouge 2016. Alors, Jean-Jacques, on vous écoute pour la description du produit. Alors, donc le second vin, ça y est, maintenant on sait tous que ça va ressembler au petit frère ou à la petite sœur du grand vin. Donc 2016, tout le monde a entendu parler de ce millésime. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance à Bordeaux. On a pas mal de bons millésimes ces dernières années, on va dire depuis le début du siècle même, pour élargir un peu. Et c'est vrai que 2016, ça avait été un millésime qui avait été assez exceptionnel. On a eu un hiver et comment on appelle ça, un hiver et un printemps froid et sec. Le printemps alternant humidité et sécheresse. Après, on a eu un des étés les plus beaux peut-être de la décennie, avec une arrière-saison magnifique, très peu d'eau, mais l'enracinement profond de la vigne a fait qu'elle n'a pas du tout souffert. En même temps, c'était un été chaud et sec, mais les nuits étaient fraîches. On n'a pas eu de période de canicule importante. Donc on a
On a un millésime qui regroupe tout pour avoir une très belle concentration, une très belle densité, sans avoir perdu son acidité, qui va garder le vin haut en couleur. Alors voilà, l'avantage sur des millésimes jeunes comme ça, c'est que le second vin vous permet de commencer à ouvrir vos bouteilles un peu plus tôt. Il est vrai, parce que comme je vous disais, hein, ce sont des vignes plus jeunes où parfois il y a une charge tannique moindre, il y a moins de profondeur, donc le vin commence à prendre ses notes aimables et agréables plus tôt. Et donc ça nous permet de découvrir ce grand millésime plutôt que ce qu'on pourrait faire sur le Malartic. Voilà, si j'avais un Malartic à ouvrir, je n'ouvrirais pas le 16, mais plutôt le 15, par exemple, pour vous donner un peu une idée. Alors que là, on voit le nez, on est déjà sur des cerises, sur des fruits noirs et mûrs. Voilà, l'effort, il est là. Depuis 97, c'est à ça qu'on s'emploie principalement. Mes parents ont fait construire un chai, comme je vous disais, magnifique, entièrement gravitaire, qui nous permet de travailler dans les meilleures conditions. Mais surtout, leur grand effort a été mis à la vigne. C'était moins visible, moins spectaculaire lorsqu'ils sont arrivés. Mais c'est vraiment là-dessus qu'ils ont mis tout leur effort, parce qu'en fait, lorsqu'on arrive à avoir un vignoble enraciné plus serein, comme je vous disais tout à l'heure, la structure tannique s'en ressent, et on a un toucher qui est complètement différent, à des raisins qui, si le système racinaire est plus en surface, qu'il est amendé chimiquement, les grappes seront plus grosses, les baies seront plus grosses, donc on va avoir des vins qui auront tendance à être un peu plus dilués, et donc une structure tannique qui va ressortir, qui ne sera pas bien enrobée par son fruit, et donc des vins qui vont avoir tendance à être plus durs, tout en étant moins longs. Alors que là, on a plus de puissance, plus de matière, et en même temps, un toucher qui est beaucoup plus velours. Pour les assemblages, pour vous donner une petite idée, sur nos seconds vins, on a tendance à être plus merlot que cabernet. On a un encépagement qui va être à peu près moitié-moitié, enfin 45% cabernet, 45% merlot. On a ensuite un peu de petit verre d'eau et un petit peu de cabernet franc. Là, sur cet assemblage, je vérifie, ça change un peu tous les ans, mais il y a 60% de merlot. C'est ce qui le rend sans doute aimable un peu plus tôt aussi que le grand vin qui est plus cabernet. On a tout de même 30% de cabernet sauvignon et puis 5% de cabernet franc et 5% de petits verres d'eau. Alors, en termes d'élevage, ce sont des élevages un peu plus courts que le grand vin, aux alentours de 14 mois, sur des bois neufs. Qu'est-ce qu'on avait cette année en bois neuf? Voilà, on a à peu près 30%. On avait 30% de bois neuf sur cette année, sur la réserve rouge 2016. Ça, par exemple, à cet âge-là, on peut tout à fait s'imaginer de boire ça sur un steak au poivre, hein, par exemple. Vu qu'il est encore sur son côté tonique, sur ses fruits frais et il reste malgré tout un peu serré. Un plat comme un steak au poivre, ou même, si elle est bonne, hein, une bonne pepperoni pizza. Hein. Mais il faut que ce soit de la bonne pepperoni, de la mozza di bufala et une bonne pâte. Il faut que ce soit bien fait. Il faut avoir la pizza parfaite pour aller avec le vin. Et oui, parce que ce côté un petit peu spicy de la pizza pepperoni, ou du steak au poivre d'ailleurs, répondra bien, je pense, au côté vif que le vin a toujours. On sent que c'est un petit jeune, hein, on sent qu'il a envie de bouger. Un jeune fringant. Un jeune fringant, exactement. Absolument. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur cette seconde dégustation. Et nous avons encore une fois plusieurs questions des participants.
Oui, rebonsoir. Alors, je suis toujours en direct de la boîte à questions où convergent les questions du chat et celles du cellulaire. Ne vous gênez Mhm. pas à nous alimenter. Personnellement, j'ai trouvé l'assemblage de la réserve 2016 vraiment gourmand. On voit que c'est souple, que c'est déjà accessible. Je trouve que c'est un vin sans aspérité, qu'il y a de la rondeur. C'est quand même relativement jeune, puis vous en parlez tout à l'heure, mais je trouve ça tout à fait à point. Encore une fois, avec un boisant en retrait, je trouve que l'accent est mis sur le fruit, une petite pointe de mine à crayon aussi. Là, les plus Oui, jeunes ne sauront peut-être pas de quoi je parle. Mais un peu euh, graphite. ouais, graphite, exactement, je cherchais le terme. Ça, c'est un vin que moi que j'aimerais boire légèrement rafraîchi, particulièrement avec la météo qu'on a aujourd'hui au Québec. Ah Les oui. participants sauront de quoi je parle. Et moi, je pense tout de suite là, à une côte de veau sur le barbecue, mais avec un beau quadrillé, là. Bref, j'arrête de parler de nourriture et j'arrive avec la première question. Il y a entre autres Benoît et Katrina qui ont eu la chance de vous visiter en 2015. Et ils ont été témoins de la vendange du petit verre d'eau. Vous en parliez tout à l'heure, là, que c'était une très petite proportion dans l'assemblage. Et je ne sais pas, ils ont envie d'avoir un peu plus d'informations. Pourquoi on retrouve si peu de petits verres d'eau? Pourquoi il est si accessoire dans la région de Bordeaux? Et est-ce que c'est parce qu'il est plus problématique à cultiver ou on aimerait vous entendre là-dessus? Ben oui, oui, globalement c'est ça en fait. Finalement, on se laisse tous guider par la même chose. Dans l'histoire, le petit verre d'eau était un cépage qui avait du mal à arriver à maturité. C'est un cépage qui est tardif, qui a du mal à arriver à maturité. Un cépage qui est compliqué, qui est assez exubérant, assez compliqué à tenir. Il pousse un peu dans tous les sens. Les feuilles se mélangent aux grappes. Enfin, c'est pas un cépage très facile à cultiver. En plus, du coup, historiquement, petit à petit, on a eu tendance à les mettre sur les terroirs de moins en moins nobles, ce qui éloignait encore toute possibilité qu'ils arrivent un jour à maturité. Comme me disait Jean-Bernard Delmas, feu Jean-Bernard Delmas, au château Aubryon, quand je suis arrivé au tout début, il me disait c'est simple, le, le petit verre d'eau, ça mûrit une fois tous les 10 ans. Bon. Et en fait, en même temps, c'est un cépage qui va avoir beaucoup de densité, beaucoup de puissance, beaucoup de matière, une structure importante, tannique importante, donc qui peut apporter, par ses caractéristiques un peu poussées, voire presque un peu rustiques, peuvent apporter par touche, type pincée de sel, pincée de poivre, quelque chose à l'assemblage, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec la progression de nos pratiques culturelles, le fait qu'on mette quand même toutes les chances de notre côté pour que les raisins arrivent à maturité, parce que sans maturité, c'est compliqué de faire un bon vin, plus sans doute le réchauffement climatique qui nous aide aussi, on a chaque année aujourd'hui le petit verre d'eau à maturité. Maintenant, il y a des années où il sera plus grand et des années où il sera plus en retrait, mais on arrive chaque année à avoir une certaine maturité. Il reste compliqué à cultiver. Il est en plus très capricieux au moment de la vendange, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il est en retard, qu'il va jamais y arriver. Il finit toujours de verrer plus tard que les autres. Puis tout d'un coup, en 1 ou 2 jours, il peut se mettre à basculer. Et là, il ne faut pas le rater. Donc, il a une fenêtre de récolte qui est très courte. Bref, il est capricieux. Il nous embête. Il fait que ce qu'il veut. Il n'en fait qu'à sa tête. Mais quand il fait grand, voilà, il peut apporter beaucoup aux assemblages. Je trouve que ça va mieux assembler avec des merlots souvent qu'avec des cabernets. Mais à nouveau, tout ceci est de toutes les façons chaque fois remis en question sur chaque millésime. Chaque année, on découvre des nouvelles choses. Mais le petit verre d'eau, voilà, il est embêtant, mais il n'a pas complètement disparu parce que néanmoins, quand il est grand, il apporte vraiment. D'accord, donc capricieux et farouche, mais qui a quand même la possibilité d'ajouter la petite touche de je ne sais quoi. Exactement. Voilà. Exactement. J'essaie de jumeler 2 questions. En fait, il y a des gens qui se demandent, puis parce qu'on va éventuellement arriver à la dégustation des grands vins, et on se demande qu'est-ce qui va distinguer particulièrement ce qui va être fait aux vinifications et à l'élevage, qui va distinguer la réserve versus le grand vin. Comment ça vient jouer sur les potentiels de garde? Bon, alors, en fait, la garde, c'est un peu... ça va dépendre du millésime et de la qualité du raisin au début, hein, donc du grand vin comme du second vin. À partir du moment où les seconds vins sont plutôt sur des parcelles ou des terroirs
intermédiaires ou des grands terroirs, mais avec des vignes plus jeunes, voilà, eux-mêmes vont avoir une charge tannique moindre et donc iront moins loin dans le temps. Pour résumer, il faut qu'un vin soit toujours un athlète. Vous avez d'un côté le squelette, donc on va dire les tanins, l'acidité, ça c'est les squelettes du vin, la structure, ce qu'on appelle la structure, et puis vous allez avoir la chair, les muscles qui sont le fruit, l'alcool, ou voilà, le côté caressant de l'alcool. Donc ça c'est la chair. Il faut toujours faire un athlète. Donc si vous avez trop de squelette et pas assez de chair, vous êtes inconfortable, anguleux, bref, vous êtes tout sec. Si vous avez trop de chair pour pas assez de structure, vous êtes un peu lourdeau, un peu joufflu. Voilà. Donc si vous ne faites pas un athlète, ils iront jamais loin. Le tout sec ou le petit joufflu, l'un comme l'autre, ils vont s'essouffler vite. Ensuite, si vous faites un athlète, l'athlète, il sera plus ou moins grand. Si c'est un millésime plus petit, c'est-à-dire où ça a été moins loin dans les maturités, où il y a moins de profondeur, moins d'expression, moins de charge tannique, donc moins de possibilités et donc moins de chair pour entourer cette structure tannique, vous allez avoir un athlète plus petit, donc il courra moins longtemps qu'un athlète qui, lui, sera plus grand sur un grand millésime parce qu'il aura plus de muscles, plus de squelettes, il sera plus grand. Mais ce sera deux athlètes, donc le temps qu'ils courront, ils seront bien, et il y en a un qui s'arrêtera avant l'autre. Donc la notion de garde, elle est toujours basée sur, il faut d'abord l'équilibre entre le squelette et la chair, et ensuite, plus il y a de chair et plus il y a de squelette tout en les gardant l'équilibre, eh ben, plus l'athlète courra longtemps. Voilà. Eh bien, j'adore l'analogie. C'est vraiment intéressant. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait et je dois enchaîner avec la petite partie pédagogique qu'on aime toujours vous concocter. En guise de deuxième interlude, j'avais envie de vous parler du cycle végétatif de la vigne. Et là, partez pas en peur. Je ne veux pas venir assombrir votre soirée avec un paquet de rigidités techniques. Je veux plutôt aborder cet angle-là parce que c'est vraiment intéressant de comprendre à quel point chaque année de récolte va être teintée par la façon dont les aléas climatiques vont s'être manifestés pendant la croissance de la vigne. Quand on parle de période végétative, ben c'est du moment que le bourgeon sort au printemps jusqu'à temps que la grappe de raisin soit prête à être vendangée, donc à être récoltée. On parle de l'automne. C'est l'occasion parfaite pour en parler parce que vous avez actuellement devant vous 2 millésimes différents du Château Malartic-La-Gravière en rouge, soit les millésimes 2010 et 2014. Et là, je crois qu'on va vraiment pouvoir profiter au maximum de la présence de M. Bonny, qui sera évidemment en mesure de vous donner tous les petits détails qui vont caractériser ces vins pour chacune des années. Mais j'avais envie de vous sensibiliser sur certains éléments critiques qui peuvent être tellement déterminants pendant que la vigne développe ses fruits. Et là, c'est certain, on parle de Bordeaux, mais on pourrait tout aussi bien transposer le cycle végétatif de la vigne à n'importe quelle autre région viticole. Je vous montre tout ça chronologiquement en images puisqu'elles valent 1000 mots. Donc, la première à gauche, ben, c'est la période qu'on appelle les pleurs. Et là, faites-vous-en pas, c'est pas triste du tout. C'est plutôt la période d'éveil, donc quand la sève commence à monter. Ça se produit évidemment quand la température se réchauffe et c'est ce qui donne de l'énergie au bourgeon pour se développer. Il y aura ensuite la floraison de l'appareil végétal qui deviendra éventuellement des fruits. S'il y en a parmi vous qui avez déjà fait pousser concombres et tomates, c'est exactement le même principe. C'est juste que là, ça va devenir des fruits en grappes. Dans le cas de la vigne, on parle de la nouaison qui se produit une fois les fleurs fécondées. C'est qu'elles vont devenir des petits grains, là, comme vous le voyez dans l'écran de droite. Plus tard, on arrive au stade de la véraison. C'est un peu l'adolescence de la grappe. Les grains vont tranquillement prendre leur couleur jusqu'à temps qu'ils atteignent leur pleine maturité et se retrouvent, comme on le voit à droite, en un regroupement de petites baies bien homogènes. Et on va pouvoir les cueillir quand on aura la certitude d'avoir atteint un parfait équilibre entre la sucrosité acquise pendant le mûrissement et l'acidité naturelle du fruit. Là, dans les livres, quand tout ça se passe bien, on a devant nous la récolte idéale. Mais évidemment, dans la réalité, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. La vigne est, comme dans toutes les cultures assujetties aux aléas climatiques, qui vont venir marquer toutes les phases de son développement. Puis c'est cette combinaison de facteurs qui vont venir en fait déterminer comment on va ensuite qualifier le millésime. Est-ce que c'est une année d'exception ou une année plus difficile? En gros, est-ce que ça s'est vraiment bien passé au vignoble puis que je peux m'attendre à ce que ça se traduise dans la bouteille ou si le climat, la météo et tout ce qui en découle sont venus rendre la croissance de ma vigne un peu plus sportive?
À gauche ici, par exemple, c'est ce qui peut se produire quand il va y avoir des redoux au printemps, mais qui vont être ponctués d'épisodes de gel. Le bourgeon, qui est vraiment fragile, et puis là, il pensait pouvoir sortir pour faire son petit bout de chemin, bien, il peut se faire prendre par des chutes de mercure. C'est un phénomène, malheureusement, de plus en plus fréquent avec le réchauffement climatique. Je n'ai pas besoin de vous le mentionner, pas de bourgeon, pas de grappe. En fait, il y aura des bourgeons secondaires qui vont éventuellement pousser, mais ils ne sont pas aussi productifs et qualitatifs. Alors, je vous laisse imaginer la suite. Plus tard dans la saison, on peut avoir droit à des épisodes de grêle. Encore une fois, ça risque d'abîmer sérieusement la récolte. La grêle, elle se passe habituellement quand les fruits sont déjà sortis. Elle vient donc triturer la peau des raisins. Bien là, en plus de les abîmer, bien, comme une plaie, ça vient ouvrir la porte aux maladies. Évidemment, pendant toute cette période-là, la pluie va être salvatrice, voire carrément nécessaire pour assurer la croissance des grappes, mais elle va devoir autant que possible être dosée et bien répartie parce que si les précipitations sont trop abondantes, bon, on se retrouve avec des problématiques reliées à des humidités trop élevées, comme des maladies qui impliquent les champignons. Puis dans le cas inverse, si on fait face à des longues périodes de sécheresse, bien, ça va provoquer ce qu'on appelle un stress hydrique. Et ça peut vraiment altérer le processus de croissance de la vigne, on peut l'imaginer, ce qui va jouer beaucoup sur ses rendements. Là, on parle de la quantité des grappes et de la taille des fruits qu'elle va arriver à produire. Donc, en résumé, ce qui fait la qualité d'une récolte, quand on parle d'un grand millésime ou d'une année d'exception, bien, c'est quand toutes les conditions gagnantes vont s'aligner pour offrir à la vigne les meilleures conditions possibles. Évidemment, on ne peut pas contrôler ça. Et si, dans les dernières années, bien, la technique et les technologies nous ont permis de mieux prédire, pallier, voire remédier à ces influences-là, bien, malheureusement, le réchauffement planétaire est en train de pas mal brouiller les cartes. Mais là, c'est assez. On passe une belle soirée. Alors, je vous propose qu'on focus plutôt sur l'opportunité de dégustation verticale des millésimes 2010 et 2014 qui va vous permettre justement de faire un peu comme un voyage dans le temps et de constater comment le vin a évolué et de quelle façon chaque bouteille a été marquée par les conditions qui ont prévalu ces années-là. Et qui d'autre de mieux placé pour vous en parler que M. Bonny lui-même? Bien là, je ne sais pas. Allez, bonne dégustation et on se retrouve à la période de questions. Alors, Jean-Jacques, maintenant, parlez-nous de ce fameux, et j'appuie le mot sur le mot fameux, Château Malartic La Gravière, cru classé de Grave, que nous allons déguster avec vous côte à côte, soit millésime 2010 et 2014. Nous vous écoutons. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais peut-être me les servir. Tout le monde se les sert ou pas encore? Si? Ah oui, on vous écoute, nous. Fait que si vous voulez servir, on va les servir nous aussi, les gens à la maison aussi. Bah écoutez, je pense qu'on peut profiter pour se servir les deux, le 2014 et le 2010 à côté. Parfait. Parce que ce qui va être intéressant, c'est qu'effectivement, on est sur deux millésimes qui sont assez différents en termes climatiques et donc qui ont développé une expression assez différente. Du coup, dans le verre. Alors, Malartic La Gravière, effectivement, c'est notre bateau amiral. Donc, les techniques qu'on emploie sont similaires à celles dont je vous ai parlé. L'élevage, lui, il était un peu plus long, généralement. L'élevage du 2010, d'ailleurs, a été un peu plus long que l'élevage du 2014. Mais en règle générale, on tourne en moyenne à peu près 18 mois. Et sur un bois neuf, ben, le 2010 a un peu plus de bois neuf. J'essaie de retrouver mes fiches, parce qu'effectivement, ça change un peu chaque année. Mais le 2010 a 75% de bois neuf, alors que le 2014 n'en a que 55%. Non, n'en a que 70%, pardon. Donc, il y a un petit peu moins de pourcentage de bois neuf dans le 14 que dans le 2010. Et globalement, pour vous donner un petit peu une idée, il y a un petit peu plus de Cabernet dans le 14 que dans le 10 aussi. Le Cabernet, c'est 52% en 2014, 40% de Merlot, 5% de Cabernet Franc et 3% de Petit Verdot, pour vous donner un petit peu les écarts. Donc, vous voyez, ce n'est pas des gros écarts en termes d'assemblage et de cépage. C'est plus le climat qui va marquer la différence. Mais néanmoins, il y a une petite différence tout de même dans les assemblages. Le 2010 étant à 45 de Cabernet Sauvignon, excusez-moi, et 45 de Merlot, et 5% de Cabernet Franc, 5% de Petit Verdot. Alors, ce qui va être intéressant, alors oui, globalement, le climat. Alors, le climat sur 2014, on a eu un printemps plutôt agréable.
plutôt ensoleillé, avec une fleur qui s'est passée de façon assez homogène. Un mois de juillet qui était acceptable et un mois d'août qui, lui, par contre, a été plutôt assez froid, couvert, pluvieux. Donc, ça commençait un petit peu à nous inquiéter. Mais derrière, on a eu une arrière-saison, comme souvent, là, depuis une dizaine d'années à Bordeaux, qui nous aide bien et qui nous sauve. Donc, une très belle arrière-saison qui a permis de récolter à de belles maturités. Le millésime 2010, lui, c'est plutôt voilà, un hiver froid et sec, un printemps entre deux, une fleur qui, elle, là, se passe sous la pluie, donc qui est plutôt hétérogène. Lorsque la fleur, bon, comme vous savez toujours, hein, avant un fruit, il y a une fleur. Lorsque la fleur à la vigne se passe de façon homogène et rapide, donc en peu de jours, ça va initier, ça va induire, excusez-moi, je cherche mes mots, ça va induire une homogénéité. Ensuite, à la véraison, à ce moment de changement de couleur dont parlait la capsule, et au moment des vendanges. Lorsque la fleur est hétérogène, cette hétérogénéité risque d'être poursuivie jusqu'au bout. Bon, donc sur le millésime 2010, par contre, on a ensuite un été très très sec, donc seulement une cinquantaine de millimètres en 3 mois, et une arrière-saison aussi qui nous a apporté quelques petites pluies salvatrices, mais globalement, c'était voilà, une fleur hétérogène et un été très sec. Donc, on a dû travailler pour compenser cette hétérogénéité, c'est-à-dire arriver à la deuxième moitié de la véraison, c'est-à-dire quand une bonne majorité des grappes a véré, a fait son changement de couleur, on vient chercher celles qui sont en retard et on les fait tomber par terre, parce qu'une fois qu'elles ont toutes véré, on n'aura plus la capacité, on ne l'avait pas en tous les cas à l'époque, de voir les grappes qui sont plus en retard par rapport à celles qui le sont moins. Donc, on va ramener de l'homogénéité en sacrifiant une partie de la récolte à un moment où on est encore en mesure de le faire, c'est-à-dire lorsque plus de la moitié de la véraison est faite. Alors que sur 2014, on a eu une fleur qui, elle, était très homogène, et c'était l'été qui était plus mitigé, une arrière-saison, qui, elle, a fini de nous accompagner, de nous aider pour rentrer des raisins à belle maturité. Donc voilà, l'expression de ces deux vins va traduire un peu ces deux millésimes assez significativement différents. Alors, si on commence par le 2014, voilà, on est toujours sur un jeune bébé, mais il y a un toucher très soyeux, un fruit qui est présent, élégant, mais plus dans la délicatesse que dans une puissance démonstrative. Si on goûte le 2010, voilà, on sent au milieu de bouche beaucoup plus de densité. En même temps, un côté assez puissant, une finale voilà, encore serrée et vraiment sur la densité. Donc, on voit l'été du 2014, donc cet été plus mitigé, et plus frais, qui a gardé les vins plus sur le fruit et plus sur la délicatesse, et l'arrière-saison qui, elle, nous a apporté le toucher soyeux du tanin, ce qui est toujours essentiel dans l'équilibre d'un vin. L'été du 2010, l'été très sec, nous donne cette concentration, cette profondeur, cette puissance, et en même temps, l'enracinement du vignoble permet de garder une acidité et une fraîcheur qui fait que le vin n'a pas la lourdeur. On a la sensation de puissance, mais pas de lourdeur. Et bien entendu, la maturité était là aussi, donc la qualité tannique y est, et c'est très important sur le 2010, car la charge tannique est plus importante que sur le 2014. Donc vous voyez comment, sur un même terroir, avec des assemblages qui sont assez proches, on a des expressions qui sont, somme toute, assez tranchées. Alors, il est vrai qu'il y en a un qui a 4 ans de plus que l'autre, mais bon, néanmoins, la puissance et la densité du 2010, le 2014 ne l'aura pas dans 4 ans. Par contre,
la finesse et la délicatesse du 2014, le 2010 ne l'aura pas non plus, vu que lui, ses atouts sont plus sur la puissance et la densité. Par contre, toujours essentiel, l'équilibre. On voit bien que ce sont deux athlètes. Il y en a probablement un qui va courir plus longtemps que l'autre, je vous laisse deviner lequel, mais ce sont deux athlètes, il n'y a pas de déséquilibre, et la finale doit être toujours digne du terroir, enfin avoir la race du terroir, c'est-à-dire être une finale qui soit soyeuse. Pourquoi? Comme je vous disais, pour l'acidité sur les blancs, les tanins, il faut vraiment qu'ils soient, les tanins, que ce soit du raisin comme, comme ceux qui vont venir aider ceux de la barrique, il faut vraiment qu'ils soient en support du fruit. C'est-à-dire que dès que le tanin va dominer le fruit, il va le manger, l'éteindre et faire tomber la finale. Tant que le tanin reste en dessous du fruit et continue à le porter, c'est là qu'on a la longe en bouche, c'est là que ça se prolonge. Dès qu'il y a une rusticité du tanin ou une petite amertume, ou par exemple sur les blancs, une amertume en finale, elle va donner une petite sensation de longueur pendant quelques secondes, mais elle va vite, elle va dominer le fruit. Et la belle longueur, celle qu'on aime et qui nous satisfait, c'est le fruit qui doit rester en bouche. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez encore après avoir avalé le 2014 ou le 2010, mais ce qui reste en bouche, c'est le fruit et pas une sensation astringente ou amère. On voit encore aussi des petites notes de boisé sur le 2014 qui ont déjà été bien absorbées sur le 2010, et pourtant il y a un petit peu moins de bois neuf sur le 14 que sur le 10. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir que chaque malartic aura chaque fois sa personnalité, même si on voit bien qu'il y a une paternité et que voilà, on voit bien que ce sont des frères ou des sœurs hein, et qui viennent de la même famille, mais par contre, ils ont vraiment chacun leur personnalité. Et c'est ça, le vin de terroir. C'est pas essayer de dupliquer, mais vraiment essayer d'interpréter au mieux au vu de ce qui s'est passé au cours de l'année. Vous avez dit tout à l'heure que c'était deux athlètes. Vous les avez comparés aux fameux athlètes. De toute évidence, c'est deux athlètes qui se méritent des médailles, chacun. Ça, c'est gentil. Ça, c'est certain. Et je crois que nous avons reçu quelques autres questions. Oui, me voilà à nouveau. Plusieurs questions, c'est drôle. Je pense que là, on aurait un filon. J'ai curieusement reçu des questions sur le petit verre d'eau. Je ne sais pas si une cuvée 100% petit verre d'eau ferait un tabac chez nous au Québec, pensez-y. Mais blague à part, c'était en lien avec le réchauffement climatique. Je vais comme composer avec deux questions. D'abord, on se demandait si le petit verre d'eau serait amené à prendre plus de place. Mais moi, j'avais envie de vous parler aussi de ce que vous pensez de la possibilité actuellement expérimentale. On sait que vous avez droit d'avoir un petit pourcentage de cépages provenant de climats plus chauds, notamment les cépages ibériques comme le Touriga national et l'Albarino. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez éventuellement essayer au vignoble? Alors, on va planter l'année prochaine. Alors, sur les cépages, on est en recherche de deux choses. Des cépages résistants aux maladies et qui aujourd'hui existent et marchent bien, mais c'est pas très bon. Donc, au sein des crus classés de grave, d'ailleurs, un des membres, vous parliez dans la capsule précédente, celle qui parlait de Pessac-Léognan, du château Coince-Lurton, qui est voisin du château Coince, et qui, lui, appartient à l'INRA, à l'Institut national de recherche agronomique en France, donc qui est un de nos membres. Hein. Le château Coince est aussi classé en blanc, donc le voisin de Coince-Lurton. Et donc voilà, on est en recherche avec eux, ils développent des cépages. Pour l'instant, voilà, on a le résultat sur la résistance, pas tellement sur la qualité au niveau goût. Ensuite, oui, Pessac-Léognan, je crois, dans son décret d'appellation, a depuis quelques années la possibilité de mettre 5 ou 10% dans l'assemblage de cépages, comme vous disiez, de Touriga national ou d'Albarino, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. J'ai nommé ceux-là parce que ce sont les plus communs pour nous. Tout à fait. Et c'est de toutes les façons quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde. Nous, ce qu'on a déjà entamé de façon certaine, c'est petit à petit de réduire la part du merlot et d'augmenter la part du cabernet. Nos terroirs,
Le merlot, comment dire? Sur nos terroirs très chauds, le merlot, alors on va planter nos Cabernet Sauvignon sur des graves sèches, c'est-à-dire des graves avec du sable, et nos merlots sur des graves avec un peu plus du sable et un peu plus d'argile. Il y a un peu plus d'argile au milieu du sable et des cailloux. Et en fait, comme ce sont des terroirs très chauds, le merlot, il a une phase où il monte, il va arriver à maturité et il peut vite basculer. Donc là, il faut vraiment l'attraper au moment où le fruit est frais, où la maturité est là, mais on a encore une expression du fruit éclatant avant qu'il commence à devenir un petit peu, à basculer vers quelque chose d'un tout petit peu plus rustique, un tout petit peu plus lourd, un tout petit peu, voilà, qui devient moins athlétique, si je puis dire. Et cette fenêtre chez nous, où elle bascule un peu comme pour le petit verre d'eau, elle est très rapide. Donc, elle nous autorise moins, elle nous laisse moins elle nous pardonne moins de choses. Alors que, par exemple, sur des terroirs argilo-calcaires comme en rive droite, cette fenêtre de récolte, cette fenêtre idéale de récolte, elle dure un peu plus longtemps. Elle pardonne plus en rive droite. Pour nous, sur nos terroirs, le Cabernet Sauvignon, par exemple, c'est vraiment un cépage qui, lui, nous permet d'avoir une fenêtre plus large pour pouvoir récolter à son pic. Et bien entendu, comme les cépages, lorsqu'ils arrivent à maturité, toutes les parcelles n'arrivent pas à maturité en même temps, mais tout de même, ça a tendance à se regrouper. Si on a une fenêtre plus large pour pouvoir prendre les parcelles à leur pic, pour l'avenir, ça va nous faciliter la vie. Donc, on est déjà en train de faire évoluer par des replantations ou par des surgreffages, faire évoluer notre encépagement vers moins de merlot et plus de Cabernet Sauvignon. On n'a pas encore entamé la plantation en essai de ces cépages autorisés depuis peu dans l'aire d'appellation, à hauteur d'un petit pourcentage dans l'assemblage. D'accord, merci. Je vois que le temps file, mais je veux quand même vous transmettre quelques salutations. Entre autres, il y a Julie et Paul qui complimentent le millésime 2010 qui ont actuellement dans leur verre. Ils semblent avoir vraiment un coup de cœur et vous remercient. Et il semble que vous les avez fait vibrer lors de leur visite en 2011 en partageant une bouteille de 1961. Et là, j'en parle et on les envie. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'en ouvre pas tous les jours. J'en ouvre pas tous les jours. Sûrement un grand moment. On est jaloux, on est jaloux. Et quelqu'un aimerait savoir, on voit qu'on remarque qu'il reste encore du millésime 2020 en vente primaire à la SAQ chez nous. Est-ce que vous auriez quelques mots à mentionner sur ce millésime? Ah ben nous, depuis le millésime 2019, en plus, on a changé notre façon de vinifier. Et c'était la première année en 19 et je pense qu'on a continué à peaufiner. On va continuer à s'améliorer chaque année. Mais effectivement, pour nous, d'abord, le millésime est très grand parce que, alors, c'est des tout petits rendements. Donc, s'il en reste encore à la SAQ, courez, parce que il y en a plus au château. Je crois que les négociants ont à peu près tout vendu. Voilà, ça va être vite compliqué à trouver parce qu'il y en a très peu. Deuxièmement, ça a été quand même un millésime où on a le soleil du mois de juillet, parce qu'on a eu un mois de juillet chaud, voire presque caniculaire. Enfin, en tous les cas très chaud. Et on était presque inquiet à la fin du mois d'août, et en même temps voilà, on a eu quelques pluies qui sont venues nous rasséréner, si je puis dire, tout ça, et on a donc et un mois d'août avec des nuits fraîches, donc on a la puissance d'un millésime a été chaud, on va dire un peu comme le 2010, et en même temps la fraîcheur, la finesse et la tension d'un mois d'août qui a apporté un côté raisonnable à ce mois de juillet qu'avait entamé le millésime sur les chapeaux de roue. Et en plus, nous, on a changé notre façon de vinifier là, depuis donc, le millésime 2019, comme je vous disais, après ces 25 ans de travail pour faire réenraciner le vignoble, etc. En fait, comme je vous disais, quand on est arrivé, les grappes étaient plus grosses, les baies étaient plus grosses. On devait faire pas mal de vendanges en verre parce que la vigne produisait trop. On avait
des amendements chimiques à délaver, si je puis dire, un peu dans le sol. Ça a pris, on va dire, pour se généraliser, une vingtaine d'années. Aujourd'hui, les grappes sont plus petites. Chaque pied de vigne met au monde, si je puis m'exprimer ainsi, le nombre de grappes qu'elle pourra amener jusqu'à l'université. Donc, c'est-à-dire sans besoin de venir la traumatiser derrière et lui enlever une partie de ses enfants. Donc, on a un raisin depuis déjà quelques années qu'on trouve plus profond, plus dense. Donc, on a fait évoluer, et plus complexe, on a fait évoluer notre façon de vinifier. On a des temps de cuvaison beaucoup plus courts pour ne prendre que vraiment la partie la plus noble du fruit. Le raisin est maintenant tellement plein de tout qu'on peut se permettre d'en laisser et de ne prendre vraiment que la crème de ce qu'il nous donne. Donc, on a des cuvaisons très courtes pour avoir vraiment un fruit très pur. Par contre, une sélection ensuite des presses très drastique pour ne prendre que les presses aux tanins les plus soyeux, les plus élégants. On ne cherche pas à faire des vins légers, mais on cherche à faire, parce que c'est pas Bordeaux. Bordeaux, ce sont des vins, comme je vous disais, à charge tannique, ce sont des vins de bouche, des vins sur la puissance. Enfin, c'est les rouges de Bordeaux, on les connaît tous. On cherche pas à remettre ça en question, loin de nous, cette idée. Par contre, de gagner en finesse, de gagner en allonge, de gagner en précision. Et voilà, 2019 a été le premier millésime où on a mis ça en place. On a même changé de consultant. On était avec Michel Roland jusqu'alors et on est passé avec Éric Boisseneau, pour ceux qui le connaissent, à partir de millésime 2019 pour nous accompagner dans ce changement. Et 2020 et oui, je pense, un joli millésime à aborder si vous voulez acheter un peu de Malartic. Surtout qu'en plus, à nouveau, un autre petit scoop, la bouteille, le packaging va un petit peu changer. On aura une bouteille personnalisée avec un insert dans le verre sans alourdir la bouteille. Attention, on fait très attention au poids de la bouteille. Voilà, et une étiquette qui va un petit peu évoluer, une capsule aussi. Si vous allez voir sur le site, vous verrez un peu le nouveau packaging et ce sera la première année avec ce changement. Donc en plus, il y a le côté un peu, on va dire, collector. Eh bien, merci beaucoup. C'est vraiment aimable d'avoir pris le temps de nous entretenir un peu là-dessus. Je dois malheureusement retourner à ma collègue Julie en studio. Merci beaucoup. Pour ma part, Jean-Jacques, je suis curieuse, j'ai une question. Vous nous avez parlé tout à l'heure de l'histoire familiale du château. Je ne sais pas si les gens à la maison savent, mais vous êtes papa de jumeaux, un garçon et une fille. Oui. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'ils sont animés par la même passion? Est-ce qu'ils ont un intérêt à prendre la relève? Oh, écoutez, ce sont des adolescents, hein, ils ont 16 ans, donc bon, ils ont des tas d'intérêts très variés, très divers. Ils ont travaillé cette année pour la première fois dans les vignes. Ils avaient l'âge pour se faire un peu d'argent pour l'été, mais aussi pour commencer à apprendre. Ils sont ravis de goûter les bouteilles. Jeanne, ma fille, voilà, elle aime bien ouvrir les bouteilles, sentir, elle aime bien essayer de reconnaître à l'aveugle, etc. Il est vrai qu'Alexandre, lui, il a même une petite serre à la maison. Il aime bien faire pousser le végétal. Disons que comme ça, sur le papier, ça pourrait fonctionner. Après, ce qui est très important quand même, je pense, ça fait toujours plaisir pour des parents, surtout lorsque ce sont des lieux historiques qui étaient là avant nous et qui seront probablement là bien longtemps après nous. Ça fait toujours plaisir que les enfants, de pouvoir transmettre aux enfants et que ça les intéresse. Mais, donc c'est à nous de leur transmettre cette passion. Mais ce qui serait dommage, c'est qu'ils se forcent, parce qu'effectivement, voilà, on a pu voir des crus dans la même famille depuis plusieurs générations, et au bout d'un moment, les gens perdent un peu la notion même. Ça a toujours été là, donc il y a plus la passion, il y a plus l'envie, ou si même ils ont d'autres idées, d'autres aspirations. Il ne faut pas qu'ils viennent se forcer et ne pas servir ce terroir avec toute la passion qu'ils devraient y mettre. Je préfère dans ces cas-là céder ça à des passionnés, et qu'eux, ensuite, ça leur dégage des moyens pour donner libre cours à leur passion. J'espère qu'on arrivera à leur transmettre cette passion, et ça n'a pas l'air mal parti, mais c'est très tôt pour le dire. Et en tous les cas, il faut surtout pas, en tous les cas, que le terroir se retrouve entre les mains de personnes qui le font pour les mauvaises raisons. Voilà.
Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est déjà un bon début qui a commencé à travailler, mais on verra pour la suite. Maintenant, Jean-Jacques, et effectivement, le temps file, mais on a certains des participants qui se sont procurés les produits suivants, dont certains sont encore disponibles. Et je parle des produits Château Malartic La Gravière Blanc 2016, la réserve de Malartic Rouge 2018 et le Château Malartic La Gravière Rouge millésime 2015 et 2016. Est-ce que vous pouvez nous parler, mais brièvement, de chacun d'eux, s'il vous plaît? Très brièvement, bon, sur le Malartic Blanc 2016, vous avez eu le petit frère. Non, vous avez le petit frère en blanc 2018. Donc le millésime 2016, beaucoup de densité, beaucoup de concentration, un vrai athlète qui devrait traverser le temps et en même temps, voilà, des équilibres qui vous permettent de l'ouvrir tout de suite. Sur la réserve 2018, c'est le millésime 2018, c'est vraiment un millésime où on a eu un printemps très pluvieux et après, par contre, un été ensoleillé, chaud, une arrière-saison magnifique. On est sur des belles puissances, beaucoup de rondeur, beaucoup de gourmandise. C'est un millésime, le millésime 2018, c'est un millésime très sexy. Voilà, le mot que je retiendrai, c'est sexy. 2016 en rouge sur Malartic, imaginez-vous un 2010 avec 6 ans de moins et voilà, et peut-être un tout petit peu plus de structure. Et enfin, le Malartic 2015, là, voilà, à nouveau, c'est une gourmandise. Vous pouvez commencer à l'ouvrir maintenant, vous ferez plaisir tout de suite. C'est vraiment rond, soyeux, gourmand. Pour ceux qui aiment les vins jeunes, c'est un vin qu'on pourrait considérer comme prêt à boire. Et après, voilà, ceux qui veulent l'encaver, à nouveau, un athlète qui lui aussi frappe beaucoup de tours de piste. C'est une gourmandise à conserver. Voilà. Merci pour ces compléments d'information très appréciés. Et nous avons d'autres questions pour vous. Temps pour une petite dernière qui est assez générique. La question revient souvent, c'est qu'en fait, en dehors des vins de votre domaine, est-ce qu'il y a une région viticole ou un domaine en dehors de Bordeaux qui vous fait vibrer? Un domaine en dehors de Bordeaux qui me fait vibrer. Un style Alors de moi, vin, un nom de vin. On dirait que les gens sont curieux de savoir ce que vous buvez en dehors de ce que vous produisez. oh, si vous saviez, je vais pas tout vous dire, mais non. Mais On est dans les confidences, là. On est voilà, dans c'est ça. intime. Oh, il y a tellement de régions maintenant. Une qui me vient et qui me fascine, enfin que je trouve très très intéressante, c'est ces deux appellations un peu entremêlées, Condrieu et Côte-Rôtie. Le Vionnier, voilà, une particularité, ce cépage qui, sans être, c'est un cépage qui a plutôt un défaut d'acidité, mais qui en même temps, sur les terroirs chauds, garde une fraîcheur par comme une amertume positive. Je trouve que c'est fantastique le Vionnier, par exemple de chez Vernet, ou ce qu'on peut avoir comme complexité et comment on peut avoir de telles fraîcheurs sur des climats si chauds. Et puis, bien entendu, la Syrah Côte-Rôtie en face, c'est quand même des petites pépites. C'est ce qui me vient à l'idée, mais voilà, surtout pas les autres régions. Il y a vraiment tellement de vins magnifiques. Je vous parlerai pas de l'Argentine, non, pour rire. Mais voilà, c'est vraiment. On sait pourquoi. Voilà, exactement. Il y a vraiment beaucoup de régions, mais voilà, ça c'est des petites appellations qui doivent, je sais pas, Côte-Rôtie, ça va faire 80 hectares. Hein. Le Condrieu, peut-être même moins. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que à Côte-Rôtie, dans la Syrah des Côte-Rôties, ils ont le droit de complanter à l'intérieur de la parcelle jusqu'à 5 ou 10% de vionnier. Par contre, il faut qu'ils le récoltent en même temps qu'ils récoltent la Syrah. Donc le vionnier sera surmûri pour qu'il n'apporte pas de côté végétal à la Syrah, mais en même temps, comme c'est un cépage blanc, il va détendre un peu et amener un peu de fraîcheur et enlever ce risque de concentration qu'on peut avoir dans la Syrah de Côte-Rôtie. Donc c'est à nouveau des techniques qui sont quand même assez intéressantes, quoi, assez innovantes. Voilà, je pensais à ces deux appellations comme ça.
Ben, merci pour le partage. Alors, Julie, je vous redonne la parole. Alors, nous voici maintenant rendus à la conclusion de cet événement. Je tiens personnellement et au nom de tous les participants, Jean-Jacques, à vous remercier. Merci pour votre très grande générosité. Grâce à votre passion, les membres ont pu vivre un moment unique et inoubliable, en plus d'avoir la chance de goûter à vos vins qui sont exceptionnels. Ça a vraiment été un réel plaisir et un honneur de vous compter parmi nous. Aux participants à la maison, merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, une bonne fin de dégustation. Et Jean-Jacques, je vous laisse la parole pour le mot de la fin. Eh bien, merci Julie, merci à la SAQ d'organiser de tels événements qui nous permettent d'une certaine façon de garder le contact, parce que c'est vrai que on se disait hors antenne avec Julie, qu'est-ce qu'on a envie de se revoir. Et puis merci à vous tous d'avoir pris le temps de m'écouter, de vous joindre à nous pour cette dégustation. Et je réitère mon invitation dès que les mesures seront en place, de venir nous voir ici à Bordeaux. Et ceux qui veulent pas avoir trop de décalage horaire, pourquoi pas, si vous voulez découvrir un morceau de la famille aussi, venir nous voir à Mendoza en Argentine. Voilà, j'imagine que c'est pas beaucoup plus court, mais il y a moins de décalage horaire. En tous les cas, merci à tous encore. Un grand merci.